suis en effet chercheur en sciences politiques, spécialiste de la modernité, de la mondialisation et citoyen engagé. J'ai été pendant une dizaine d'années aux côtés de Jean Ziegler responsable d'une toute petite ONG, le CETIM, le Centre Europe Tiers-Monde, dont la devise est « Il n'y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé ». C'est une idée qui, dans les années 70-80, choquait beaucoup, mais qui, depuis, s'est finalement démocratisée. Et je m'occupais plus particulièrement au sein de cette ONG et de la Commission des droits de l'homme de l'ONU de la situation de l'enfance, de la traque des grands réseaux pédophiles internationaux et du trafic d'organes. Lorsque j'ai passé le relais, l'âge venant, Simone Veil, qui était à l'époque ministre des Affaires sociales, m'avait proposé de travailler sur ce qui allait devenir, on n'en parlait pas encore, la question dite des sectes. Et j'ai travaillé aux côtés de la mission interministérielle de lutte contre les sectes pendant 13 ans, avec une grille d'analyse un peu particulière, puisque pour moi, les grandes sectes comme la scientologie ne sont pas un cancer sur un corps sain, mais davantage les métastases d'une société malade. Une sorte de miroir grossissant de ce qui ne va pas dans notre monde. Et de l'analyse de ce miroir grossissant, j'en suis venu à m'intéresser à d'autres miroirs grossissants. J'ai travaillé plusieurs années sur la question dite de la malbouffe. J'avais pondu un petit bouquin, d'abord en Italie, qui s'appelait « Les fils de McDo », et qui a permis en Italie de lancer le mouvement Slow Food, par opposition au Néfaste Food, et qui a permis en France, à mes amis de la Confédération paysanne, de démonter le fameux McDo de Millau, et j'avais été l'un des grands témoins lors du procès de Millau. J'ai voulu aussi travailler sur d'autres facettes de notre modernité, comme l'agression publicitaire. Et je suis aujourd'hui convaincu que pour un enfant, être ce qu'il nomme un démarqueur, c'est aussi, j'allais dire, utile que les combats que nous pouvions mener, nous, dans les années 70-80, sur des thèmes qui pouvaient sembler peut-être plus politiques, mais qui n'en étaient pas en fait plus importants. Je voudrais simplement vous lire quelques commandements du parfait petit écolier qui ont été rédigés par des collégiennes et étudiantes. Les 10 commandements du parfait petit écolier: de marque, tu te vêtiras. Les contrefaçons, tu abomineras. Tu n'auras d'autre culture que la culture marchande. Les slogans publicitaires 100 fois tu copieras. Le maître tu remplaceras. La télévision tu allumeras. Au distributeur du collège tu consommeras. Les dictats de la mode tu suivras au pas. Les 100 marques tu fuiras. Les grands magasins le mercredi tu fréquenteras. De ton vélo tu descendras, le 4x4 te conduira. Pour moi, faire de la politique, je dirais au quotidien, c'est partir de ces objets qui peuvent sembler tout à fait profanes, bien peu politiques, mais qui permettent, si on tire, je dirais, le fil, finalement, de poser toutes les questions de la société. Donc j'ai travaillé, je le disais, sur l'agression publicitaire, sur la malbouffe, mais aussi sur le harcèlement au travail, sur les nouveaux modes de management. Et puis ma rencontre avec ce qu'on appelle, faute de mieux, l'objection de croissance, la décroissance, a été pour moi une façon de mettre de l'ordre à la fois dans mes idées, dans mes engagements. Je suis maintenant, depuis 6 ans, l'animateur d'un journal d'analyse politique qui s'appelait longtemps Le Sarcophage, qui s'était donné 2 objectifs. Le premier, c'était d'être un analyseur du sarkozysme. Mais ça, on n'y est jamais bien arrivé parce qu'on ne paraissait que tous les 2 mois, il allait beaucoup trop vite. Et le deuxième objectif, c'était de travailler à la convergence
de toutes les familles, je dirais, des gauches émancipatrices et des écologistes antilibéraux, et ça fonctionne plutôt bien. Et ce journal bimestriel vient juste de changer de nom et s'appelle La vie est à nous. Puis j'ai accepté tout provisoirement de porter une nouvelle revue internationale qui s'appelle Les Indignés, qui est une émanation d'une partie du mouvement des indignés. Et cette revue cherche là aussi la convergence entre les réflexions, les rêves, les luttes, qui sont celles, je dirais, de l'ensemble de la jeunesse globalisée et des continents. Notre nouveau président de la République, François Hollande, se veut un président normal, mais sa première normalité est de dire qu'il n'y aura pas de solution sans croissance économique. Il promet 3 ans de rigueur, suivis de 2 ans de justice. C'est non seulement socialement injuste, écologiquement aberrant, mais politiquement dangereux. La gauche n'a pas le droit d'échouer, sauf à ouvrir la voie en 2017 à une droite encore plus décomplexée. La défaite de cette gauche placebo, pour reprendre le bon mot de Benoît Hamon, est cependant déjà programmée. Einstein disait que tant qu'on a la tête sous forme d'un marteau, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Tant que cette gauche-là aura la tête formatée par l'économisme, l'économisme, c'est cette idée que plus serait forcément égal à mieux, eh bien, cette gauche ira chercher la solution à l'ensemble des problèmes sociaux dans le toujours plus. Toujours plus de croissance, toujours plus de production, toujours plus grand, plus vite, plus loin. Tant que cette gauche-là dominante restera, je dirais, une gauche qui ne pourra finalement qu'accompagner le système, on ne pourra pas changer fondamentalement les choses. Elle ne pourra parler que de pacte de compétitivité, elle ne pourra parler que de remboursement de la dette immonde, elle ne pourra parler que de rigueur. Le vrai nom du président Hollande, c'est sans doute Hollande-Réou, car son vrai visage, c'est celui de l'austérité, une austérité honteuse qui ne s'avoue pas. La solution pour moi, ce n'est pas ce que Christine Lagarde, la patronne du FMI, avait nommé la relance. C'est-à-dire, pour moi, il n'y a ni rigueur, ni relance nécessaire. Je me considère personnellement dans l'opposition, et ceci sans l'ombre d'une hésitation, mais dans une opposition de gauche, écologiste, constructive, une opposition résolue par rapport à cette fausse gauche productiviste. Nous devons inventer une issue qui soit socialement juste, écologiquement efficace, politiquement possible. Nous devons inventer une stratégie qui repose sur un nouveau projet, sur une nouvelle conception de la société, sur ce bien-vivre, ce buen vivir qui nous vient pour l'essentiel des pays les plus pauvres. Je suis venu pour partager avec vous à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes véritablement face à une crise systémique. C'est-à-dire que tous les domaines de notre existence et de la société dysfonctionnent. Qu'il s'agisse de la finance, de l'économie, du social, du politique, de l'écologie, de l'anthropologie. Et ce qui fait lien entre toutes ces crises, c'est le fait que nous avons perdu la capacité à nous donner des limites. J'ai donné hier au soir quelques chiffres que je vais reprendre, parce qu'il me semble important de les avoir en tête si on ne veut pas raisonner seulement à partir de notre situation franco-française. Si la planète était un village de 100 habitants, 81 habitants sur 100 vivraient dans des quartiers pauvres. 48 habitants sur 100 n'auraient pas d'installation sanitaire. 25 habitants sur 100 seraient sans logement ou vivraient dans des taudis. 16 habitants sur 100 n'auraient pas accès à l'eau potable. 14 seraient malnutris. Un seul habitant sur 100 serait diplômé.
du supérieur. On le voit, le capitalisme fonctionne à l'exclusion. C'est-à-dire que les pauvres sont bien à leur place dans ce système. On pourrait donner d'autres chiffres sectoriels dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, à l'échelle mondiale, nous n'avons que 65 millions de paysans qui ont un tracteur. Nous en avons 150 millions qui utilisent la traction animale et plus d'1 milliard qui n'ont que la traction humaine. Cessons de regarder la planète à partir de notre point de vue européano-centré. La pauvreté, le chômage ne viennent pas d'un déficit de croissance, mais viennent de la fin du grand mouvement historique de réduction du temps de travail. Moi, je suis partisan du passage immédiat aux 32 heures, mais les 32 heures comme une étape vers une réduction plus importante, plus massive, celle que l'association ADREI visait dans les années 70 sur la base de travaux objectifs, positifs, disant qu'il était possible de travailler 2 heures par jour. Le chômage et la pauvreté ne viennent pas d'un déficit de croissance, mais d'une distribution de la création de richesse, du gâteau mondial, de la valeur ajoutée, toujours plus au service des rentiers. La cause du chômage, c'est la spéculation financière. La cause du chômage, c'est le choix de faire que l'investissement financier soit plus rentable que l'investissement productif. Et je méfie aujourd'hui du retour en force d'une gauche et même d'une droite faussement keynésienne. Je dis faussement keynésienne car Keynes écrivait à la fin de sa vie un petit texte extraordinaire que vous pouvez trouver sur Internet qui s'appelle « La lettre à nos petits-enfants ». Et Keynes, dans cette lettre à nos petits-enfants, rappelait que parvenu à un certain niveau de richesse qui est le nôtre, eh bien, il fallait que l'humanité consacre son énergie à des buts autres que des buts économiques. C'est-à-dire que nous avons beaucoup d'autres choses à faire que de perdre notre vie à être des forçats du travail et de la consommation. Il y a dans le tout dernier « La vie est à nous » un texte de l'économiste d'Attaque, membre de son conseil scientifique, Jean Gadret, extraordinaire sur cette lettre. Et pourtant, il suffit d'écouter les médias, il suffit d'écouter la droite ou la gauche. Tout le monde nous dit que le problème, c'est qu'on manque de croissance. Tout le monde nous dit qu'il faut produire davantage, ne serait-ce que pour pouvoir défendre ou créer des emplois. Le capital n'en a jamais assez. C'est normal. C'est dans sa logique. C'est dans sa raison d'être. Mais la gauche. On pourrait espérer un autre imaginaire. On pourrait espérer d'autres solutions. La gauche répond par exemple avec Fitoussi qu'il faut attendre encore un siècle avant de commencer à pouvoir bifurquer. Attendre un siècle. Cette même gauche, il y a un siècle, disait déjà qu'il fallait attendre un siècle avant de pouvoir commencer à construire une autre société. J'aurais envie de dire, camarades Hollande, camarades Fitoussi, camarades productivistes, n'oubliez pas ce que disait aussi Keynes. Keynes disait à ce rythme-là, dans un siècle, nous serons tous morts. Non seulement nous serons morts individuellement, mais nous aurons sacrifié la planète et nos enfants. La bonne nouvelle, puisque j'avais annoncé une bonne nouvelle, c'est que la planète est déjà bien assez riche pour faire vivre 7 milliards d'humains. J'avais cité hier quelques chiffres que je vais reprendre parce qu'ils me semblent fondamentaux. L'Organisation des Nations Unies a calculé que si on consacrait pendant 25 ans 40 milliards de dollars par an pour régler le problème de la faim dans le monde, eh bien plus personne ne crèverait de faim. L'ONU a calculé que si on mobilisait pendant toujours 25 ans
80 à 100 milliards de dollars par an, eh bien, on réglerait le problème de la grande pauvreté dans le monde. Alors pour nous, humbles citoyens, 40 ou 100 milliards, cela semble beaucoup. Mais en réalité, c'est une goutte d'eau. 40 et 100 milliards, c'est l'équivalent de 0,2% du PIB mondial. Même pas 1%. C'est l'équivalent d'une journée de travail mondial. Le produit international criminel, l'argent sale, c'est 1000 milliards de dollars. 10 à 15% du PIB mondial. À comparer au même pas 1% que l'on accorde à ce qu'on appelle l'aide au développement. Le budget de l'armement mondial, officiellement, il est de 1400 milliards de dollars. Et on vient de consacrer, de gaspiller des milliers de milliards de dollars pour tenter de sauver le système financier. Ce n'est pas un problème de croissance, c'est un problème de choix politique. Je dirais que la planète, elle est déjà bien assez riche pour permettre à 7-8 milliards d'humains de vivre frugalement, mais de façon sécurisée, dignement. J'avoue cependant avoir eu souvent ces dernières années la gueule de bois idéologique. Je répétais qu'il ne fallait pas se laisser envahir par un discours anxiogène qui participe tant à la répression de la vie, mais je me voyais comme une sorte de révolutionnaire devant apprendre à vivre sans révolution. Je me voyais comme un objecteur de croissance amoureux du bien vivre, égaré dans une société d'hyperconsommation, dans une société du toujours plus. J'aurais aimé me libérer plus tôt de cette tempête pessimiste qui fait ployer à l'échelle internationale les forces d'émancipation, mais j'avais besoin pour cela d'un appel du grand large. Et j'ai repris espoir avec l'accumulation actuelle d'un certain nombre de signes positifs. Enfin, j'ai repris espoir, pour être franc, ça dépend un peu des matins. Je suis déjà très à l'écoute de tous ces nouveaux gros mots qui se cherchent à l'échelle mondiale pour dire les nouveaux chemins de l'émancipation, pour pouvoir rêver, pour pouvoir penser, pour pouvoir agir. Nous avons besoin de mots. Or, les mots qui ont servi au combat passé, je pense aux mots de Jaurès, par exemple, puisque nous sommes dans un cinéma qui porte son nom, ces mots ont été usés, maltraités par un certain nombre d'échecs, de tragédies au XXe siècle. Il y a donc nécessité de renouveler ce vocabulaire. Eh bien, parmi ces nouveaux mots, on trouve, par exemple en langue indienne, dans les peuples indigènes, la notion du sumak kefsek et la recherche d'une vie équilibrée. Ce terme a été traduit en espagnol, en Bolivie, en Équateur, sous le nom de buen vivir, c'est-à-dire de bon vivre, de bien vivre. En Inde, on parle de vie pleine. Ailleurs, comme en Grèce, on parle d'eudémonia. D'autres en France parlent de sobriété prospère, de frugalité joyeuse, de convivialisme. Tous ces nouveaux gros mots cherchent à ouvrir une même porte, celle d'une triple révolution, rupture nécessaire. Attention, ce n'est pas l'annonce d'un quelconque nouveau grand soir, mais la possibilité d'une dynamique de rupture dans 3 directions. Oui, commencer à sortir du capitalisme, oui, commencer à sortir du productivisme, et oui, commencer à sortir des passions tristes. Je parle dans mon dernier livre de socialisme gourmand. Le sous-titre est en fait plus important, puisqu'il s'agit de penser ce que pourrait être un bien-vivre à la française. Parler d'éco-socialisme, de socialisme gourmand, c'est dire fondamentalement 2 choses. C'est rappeler tout d'abord la nécessité de rompre avec le capitalisme. C'est le grand psychanalyste Jacques Lacan qui disait que le capitalisme est un système diablement efficace. Et bien sûr, le terme le plus efficace, le plus important, c'était diablement. Lorsque Lacan disait que ce système était diablement efficace, il voulait dire qu'il ne connaît aucune limite. C'est-à-dire qu'il ira
jusqu'au bout de la destruction. Parler de socialisme gourmand, c'est dire aussi qu'il faut tirer toutes les leçons des échecs, des abominations, des tragédies du XXe siècle. Il faut en finir avec un socialisme de la grisaille. Il faut en finir avec un socialisme du nécessaire. Et cette double mutation ne sera pas possible si nous n'élargissons pas la critique du capitalisme. Pour moi, l'objection de croissance, l'antiproductivisme, le bien-vivre, c'est d'abord cela. Élargir notre critique du capitalisme. Prendre conscience que le capitalisme, c'est foncièrement trois choses, ce que les gauches et les milieux de l'écologie ont très largement oublié. Le capitalisme, c'est d'abord un système d'accumulation sans limite qui repose sur l'exploitation du travail, sur le pillage de ressources naturelles. Le capitalisme est un système intrinsèquement productiviste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une société capitaliste durablement sans croissance. Le capitalisme, c'est un peu comme une bicyclette. Quand on fait du vélo, si on arrête de pédaler, on se casse la figure. Eh bien, le capitalisme, s'il arrête de produire et de nous faire surconsommer toujours plus, il se casse aussi la figure. C'est ce qu'on appelle la croissance négative, la récession, c'est le chômage, c'est la précarité, c'est le fait que de partout la misère chasse la pauvreté. Cela, les gauches et l'écologie savent encore assez bien le dénoncer, même si on ne dit pas assez en quoi notre mode de vie actuel, notre style de vie dont on est si fier, est inséparable de plusieurs siècles d'esclavagisme, de plusieurs siècles de colonialisme et de néocolonialisme. Même si on ne prend pas assez conscience du développement d'un véritable précariat, même si on continue à fantasmer sur ce que les économistes appellent les 30 glorieuses, c'est-à-dire la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Mais le réchauffement climatique, mais l'effondrement des écosystèmes dont on souffre aujourd'hui, ce n'est pas la conséquence de notre superconsommation actuelle, c'est la conséquence de ces 30 ans présentés comme glorieuses. Quand on parle d'effondrement de la biodiversité, il ne s'agit pas simplement qu'on aura quelques variétés de pommes de terre ou de pommes en moins. La Terre est entrée dans la 6e phase d'extinction des espèces. La 5e phase d'extinction des espèces, c'était il y a 65 millions d'années, la disparition des dinosaures et de plus de 50% des espèces alors existantes. Ce qui est grave, ce n'est pas qu'il y ait des espèces qui disparaissent. Ce qui est grave, c'est l'ampleur, la nature, le rythme de ces disparitions. Le Fonds agricole mondial estime que si nous poursuivons les tendances actuelles, nous aurons perdu 70% de la diversité alimentaire d'ici 50 ans. Au moment même où le dérèglement climatique, où le réchauffement climatique imposerait de disposer d'un pool génétique particulièrement riche et diversifié pour pouvoir s'adapter. Mais le capitalisme, ce n'est pas non plus que cette exploitation et que cette destruction des écosystèmes. C'est aussi l'imposition de styles de vie, de modes de vie particuliers, avec des produits spécifiques. Je dirais que nous avons perdu cette critique des modes de vie capitalistes. Pour faire un bon petit consommateur, il faut en moyenne 2 générations. Rappelez-vous, ceux qui, comme moi, ont les tempes grisonnantes, du mode de vie, des comportements de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Comment ils étaient de très mauvais consommateurs. Comment ils tournaient 7 fois dans la poche leur porte-monnaie avant de pouvoir le sortir. Je vais donner un exemple. Mon grand-père était électricien. Et mon grand-père électricien a refusé pendant des décennies d'installer l'électricité dans sa chambre. Il apparaissait, j'allais dire, soit pour un radin, soit pour quelqu'un d'original. Mais derrière ce refus, ce qui pour lui était en cause,
c'était la défense d'une certaine conception de la vie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre l'électricité dans la chambre, je dis tout simplement qu'on voit en quoi cet accès à nos styles de consommation ne s'est pas fait tout seul, ne s'est pas fait sans douleur. Il a fallu toute la puissance de l'appareil publicitaire pour nous convaincre que Moulinex libère la femme. C'est-à-dire pour généraliser ces gadgets qui sont non seulement énergivores, mais qui ne permettent pas de gagner de temps. Je prends là encore un exemple provoquant. Il y a une étude relativement récente qui montre que malgré la machine à laver, eh bien, le temps nécessaire pour l'entretien du linge n'a pas diminué depuis 70 ans. Bien sûr, nous nous changeons sans doute plus souvent. Bien sûr, ce ne sont plus les mêmes matériaux. Mais ce qui est présenté comme un progrès absolu ne l'a pas été perçu ainsi au moment de l'innovation. Donc oui, il y a des modes de vie, des styles de vie particuliers à chaque société. Et je dirais plutôt que de penser simplement en termes de niveau de vie, de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en termes purement quantitatifs, pensons en termes de style, de genre de vie, c'est-à-dire du point de vue qualitatif. Cette question des styles de vie est essentielle, parce qu'on peut gagner en France 1000 ou 1500 euros par mois et ne pas y arriver, compte tenu, par exemple, de la lourdeur du foncier. Même si ces 1000 et 1500 euros par mois ne sont pas mondialisables, généralisables. La planète ne supporterait pas que 7 milliards d'humains vivent avec le pouvoir d'achat qui est le nôtre. Aujourd'hui, 20% des humains dont nous sommes s'approprient 86% des ressources planétaires. On peut prendre une image. Imaginez que vous invitiez 4 amis à votre table. Vous avez un gâteau, vous faites 5 parts. Vous mangez, vous tout seul, les 4 premières parts et vous laissez la dernière part aux 4 autres. Voilà aujourd'hui la situation planétaire. Alors c'est pas joli par rapport à nos grandes valeurs comme l'égalité ou la fraternité, mais ce serait pas si grave si on pouvait espérer un rattrapage possible. C'est-à-dire si le gâteau pouvait grandir démesurément. Mais c'est là où on tombe sur le deuxième constat, celui que rappelait d'ailleurs le président Chirac lors de la grande convention internationale. Si 7 milliards d'humains vivaient comme nous, une planète Terre ne suffirait pas. Il en faudrait 3 si on adoptait les standards de vie d'un Français. Il en faudrait presque 7 si on adoptait les standards de vie d'un Nord-Américain. On peut prendre l'exemple de l'eau. Vous savez qu'aujourd'hui, la cause essentielle de mortalité dans les pays appauvris, c'est la question de l'accès à l'eau. Et qu'on va vers une réduction drastique de la quantité d'eau par habitant. En France, nous n'avons pas le sentiment de manquer d'eau. Et pourtant, la consommation moyenne d'un Français est le tiers de celle d'un Américain. Mais notre consommation ne cesse de croître. Et si nous ne faisons rien pour changer, nous aurons rattrapé, d'ici 30 ans, la consommation d'eau de nos amis américains. Donc quand on parle de style de vie, de genre de vie, cela renvoie à des choses tout à fait précises. C'est aussi en matière d'alimentation. Le fait que nous avons accédé à un régime de plus en plus carné. Je ne dis pas qu'il faut supprimer toute viande, ça relève d'un choix individuel. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir non seulement changer les conditions d'élevage, parce qu'on n'en finira pas avec l'exploitation et la domination entre humains, si on n'en finit pas avec la maltraitance des animaux. Il y a sans doute un lien anthropologique très fort entre les deux. Mais ce qui est certain aussi, c'est qu'il va falloir réduire fortement notre consommation de viande qui ne cesse d'augmenter. Je dirais que si vous voulez consommer 1 kilo de viande de bœuf, en nombre de calories, ça représente l'équivalent de 10 kilos d'aliments nécessaires
pour les animaux. C'est donc une déperdition considérable. J'ai donné aussi 3 chiffres hier que je vais reprendre, puisque beaucoup m'en ont parlé ensuite, preuve que cela, je dirais, nous interroge. Si nous avons un patrimoine, c'est-à-dire l'ensemble de nos biens accumulés, notre maison, notre appartement, notre électroménager, notre argent liquide, si nous avons un patrimoine de 5 000 €, nous appartenons déjà aux 50% les plus riches de la planète. Si nous avons un patrimoine de 37 000, plus exactement 37 500 €, nous appartenons aux 10% les plus riches. Si nous avons un patrimoine de 340 000 €, même pas le prix ici, je suppose, d'une maison, nous appartenons aux 1% les plus riches de la planète. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, même chez nous, lorsqu'on crève, lorsqu'on n'a pas assez, que nous appartenons à une infime minorité. Et vivre cette même vie, conserver ce style de vie, conserver ce mode de vie avec moins, ce n'est tout simplement pas possible. Il va falloir inventer une autre vie. Il va falloir inventer d'autres styles de vie. C'est la raison pour laquelle l'objection de croissance, ce n'est pas faire la même chose en moins. L'objection de croissance, c'est pas d'apprendre à se serrer la ceinture un peu, beaucoup, passionnément ou à la folie. C'est se donner les moyens d'entretenir d'autres rapports à soi, aux autres et avec la nature. Le capitalisme, ce n'est pas simplement un système économique, c'est pas simplement un style de vie. C'est aussi, sinon ça ne marcherait pas, une réponse à nos angoisses existentielles. Là, le capitalisme, c'est une réponse au sentiment de finitude, à la peur de mourir. Et la réponse capitaliste, c'est le toujours plus. Toujours plus de consommation, toujours plus de biens économiques, toujours plus de richesse, toujours plus de pouvoir. Et nous ne l'aurons pas. Ce capitalisme, il nous fait jouir, il nous donne à jouir, malgré toute la critique que l'on peut en faire. Mais c'est une mauvaise jouissance. C'est une jouissance d'avoir, d'emprise. C'est une jouissance de domination. Mais nous ne pourrons pas sortir du capitalisme si nous ne sommes pas capables de proposer d'autres dissolvants d'angoisse existentielle. Nous ne pourrons pas sortir du capitalisme si nous ne sommes pas du côté de la fabrique de l'humain. Nous devons construire une autre forme de jouissance, une jouissance d'être, à opposer à cette jouissance d'avoir.